Bien, merci. Alors effectivement, bon, j'ai choisi un titre, quand j'ai choisi ce titre de communication, c'était c'était avant la crise, avant la pandémie, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une certaine forme d'actualité. Et la question, on peut y répondre assez rapidement. Oui, c'est un luxe, puisque bon, de toute façon, les théâtres, comme d'autres endroits, sont fermés depuis maintenant plus d'un an, et bon, on ne peut pas dire que ce soit un grand objet de préoccupation dans l'espace public que l'ouverture des théâtres et d'autres lieux de culture d'ailleurs. Donc, bon, voilà, enfin bon, c'est comme ça. Et j'étais parti de cette réflexion en fait parce que, bon, il y a toute une discussion actuellement hein, sur la question des valeurs. À travers des différents ouvrages, notamment deux que je vais citer, qui traitent de la question de la politique au théâtre, que vous reconnaîtrez assez rapidement. Et je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas décaler un peu cette question en essayant de réfléchir un peu en essayant de croiser un peu les champs de l'économie avec cette question du luxe et les champs de l'esthétique d'une certaine façon avec ce sujet du théâtre et du spectacle vivant, même si je vais repartir en fait de quelque chose qui est tout à fait historique en fait, hein, cette justification du théâtre, puisque je vais repartir de l'Allemagne du XVIIIe siècle, qui est un peu ma spécialité. Et pourquoi? Parce que c'est là où on voit clairement formuler quelque chose qui est important aujourd'hui, qui est la mission en fait du théâtre, qui est une mission, on pourrait dire, civile et sociale. Et donc, bon, ce développement du théâtre dans l'Allemagne du XVIIIe siècle témoigne de l'affirmation culturelle de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie éclairée, hein, qui revendique des valeurs. Et c'est là où on pourrait faire intervenir pour la première fois le mot valeur lié au sentiment, qui la distingue de l'aristocratie et qui repose sur la formation de son autonomie formulée à partir de la sphère familiale. Bon, c'est le modèle diderotien apporté en Allemagne, hein, bien sûr, hein, la sensibilité, le père de famille, etc. Hein, donc voilà, et, bon, extrait de la dramaturgie de Hambourg qui explique cela. Hein, donc voilà, le malheur de ceux qui nous sont les plus proches par leur situation pénétrera naturellement notre âme au plus profond. Et si nous nourrissons de la pitié pour des rois, c'est en tant qu'ils sont hommes et non pas qu'ils sont rois, etc., etc. Bon, l'opposition entre la tragédie bourgeoise ou tragédie domestique, d'une part, et d'autre part, bah, la tragédie classique hein, qu'il faut, qu'il faut combattre, hein, c'est un modèle culturel français. Donc, c'est dans ce contexte que Lessing donc, voilà, développe ce qu'il appelle sa poétique de la pitié, en allemand Mitleidspoetik. Donc, en écrivant des tragédies bourgeoises qui s'opposent esthétiquement au modèle jusqu'alors dominant donc voilà, de cette tragédie classique hein, et de ses valeurs aristocratiques. Notre sympathie réclame un objet particulier, donc voilà le destin de ces pères de famille, de ces familles, de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, etc. Et donc l'idée de l'État est bien trop abstraite pour nos sentiments. Euh, et donc, cette hégémonie culturelle française, donc les hommes de lettres allemands la combattent en s'alliant avec les artistes de théâtre auxquels ils offrent une forme de légitimation sociale. C'est le cas notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'expérience du Théâtre national de Hambourg. Hein, donc, c'est dans ce contexte que Lessing a écrit sa dramaturgie de Hambourg, puisqu'il était dramaturge, hein, l'un des premiers, le premier dramaturge dans un théâtre, donc entre 1767 et 1769, qu'on appelle d'ailleurs en allemand, de façon intéressante, l'entreprise hambourgeoise, Hamburgische Entreprise, avec un groupe d'entrepreneurs et de mécènes. Et dans le contexte d'une ville-État qui est membre de la Hanse, donc assez riche, où l'aristocratie n'existe pas. Et ces entrepreneurs sont emmenés par un écrivain qui s'appelle Johann Friedrich Leuwen, qui revendique donc lui l'utilité du théâtre, hein, on n'est pas encore dans la question du luxe, mais dans l'utilité du théâtre dans un discours qui est présenté à une société savante de Göttingen en 1729. C'est un exemple parmi d'autres parce qu'on trouve des libelles et des discours nombreux sur l'utilité du théâtre. Hein. Et il dit la chose suivante, donc on craint que les spectacles soient plus nocifs qu'utiles à un État.
La raison en serait que ces citoyens s'habitueraient à la dépense jusqu'à s'en trouver visiblement exténués. Il n'y a à mes yeux pas d'objection plus ridicule que celle-ci, puisque tout un chacun serait convié à assister au spectacle. Leur conception et les dépenses engagées feraient office d'arbitre. Et quelle somme d'argent pourrait être mieux utilisée ailleurs que dans une république où le théâtre est en ruine? Le peuple ne dépenserait sans doute pas autant de temps et d'argent dans les tripots s'il y avait d'autres moyens de distraction à ses yeux. Et donc, il défend, lui, donc Leuven, l'utilité morale du théâtre. Il revendique plutôt l'utilité morale du théâtre en défendant sa rentabilité, on pourrait dire, à partir d'un calcul reposant sur les dépenses engagées par l'État dans des spectacles, qui permettrait donc d'assurer la cohésion de cet État ou de cette République, voilà, et sa stabilité en réglementant les loisirs de ses citoyens. Là, on voit en arrière-plan quelque chose qui est un phénomène connu, qui est celui de la dialectique des Lumières, puisqu'il dit c'est presque une obligation d'aller au théâtre. Tout un chacun serait convié à assister au spectacle. Bon, après, il y a peut-être en arrière-plan forcément le modèle de l'Antiquité grecque, mais bon, voilà, le spectacle civilisateur, donc à opposer au tripot. Et donc, il y a une forme d'utilitarisme qui affirme une homologie entre la prospérité de l'État et celle du théâtre. Alors, bien sûr, c'est une stratégie discursive de Leuven, parce que lui, ce qui l'intéresse, bien sûr, c'est de faire du théâtre. Et il a besoin d'être légitime à une époque où les églises, en général, regardent d'un mauvais œil, bien sûr, les comédiens et la comédie comme facteur de corruption. Mais l'utilité qu'il assigne au spectacle dépend cependant du plaisir et de l'intérêt que tout un chacun peut y trouver. Et il néglige cependant donc le fait que l'utilité dépend également des besoins de chaque individu. Il y a des questions de goût, entre autres, qui aiment aller au spectacle et y voir quel type de pièce. Et d'ailleurs, dans les faits, l'entreprise d'Hambourg, le Théâtre National, échouera au bout de 2 ans parce que le public s'est lassé de la répétitivité d'un répertoire qui ne suscite dès lors plus d'intérêt. Voilà. Donc cette mission civilisatrice, ce calcul d'intérêt, en fait, il ne fonctionne pas très, très bien. Quant aux valeurs objectives morales revendiquées par Leuven et par Lessing, donc cette pitié, on pourrait dire Mitleidspoetik, cette compassion même, on pourrait dire, donc voilà, elle s'avère par ailleurs tout aussi relative. Et on trouve donc une lettre sur les modes qui a été écrite par l'épouse de Klopstock, donc le Klopstock, le grand poète de la Langsamkeit allemande, donc qui dit la chose suivante à propos de cette pitié ou de cette compassion. Dans la ville où j'habite, la compassion est devenue le sentiment le plus à la mode. Comme elle est belle et si convenable au cœur d'une dame, la compassion. Mais si elle devenait une mode, si elle ne s'appliquait qu'aux insectes, dans notre ville, on ne tue plus ni d'araignées ni de mouches, bien que la haine des araignées se réponde comme l'amour des bichons. Récemment, on m'aurait presque prise pour une athée et mise au banc de la société lorsque j'écrasais une limace que je n'avais pas vue. Donc, réduite à la mode, la pitié, cette esthétique de la compassion, perd sa prétendue valeur morale objective. Pis encore, elle est réduite, on pourrait dire, à une forme d'autocomplaisance sentimentaliste. Et en fait, cela s'explique parce que la poétique de la pitié lessinienne revendique dans les faits une sorte d'homologie de sympathie entre le spectateur et le personnage, donc ce qu'on pourrait dire en termes modernes, une identification entre des personnages qui sont proches et des spectateurs qui sont proches. Donc là, il y a quelque chose qui joue dans une économie des sentiments qui est déjà très ancien, parce que ça existe au XVIIIe siècle, qui se trouve aujourd'hui encore, puisque bon, c'est 2 fameux livres qui vont faire réagir, dont je vous ai parlé à l'instant, donc voilà, sans les nommer, donc traitent de cette même question. On n'est pas loin finalement avec les propos de Meta Klopstock, Margareta, des dérives pointées par Isabelle Barberis lorsqu'elle convoque l'homme compassionnel de Myriam Revaud-Dallon à travers donc son constat du triomphe de la similitude pour dénoncer ce qu'elle juge être des dérives du théâtre contemporain. Donc voilà, comme je le dis, donc ce paradoxe du différentialisme qui consiste à revendiquer l'égalité, non pas au-delà des différences, mais dans l'affirmation exacerbée de ces dernières, a déjà été mis en exergue par André Perrin et Myriam Revaud-Dallon, triomphe de la similitude, etc. etc. Et son jugement n'est pas si loin
non plus d'ailleurs de celui d'Olivier Neveu qui s'en prend donc contre le théâtre politique et un certain type de spectacle compassionnel. Donc cette compassion qui est déjà ancienne, qui existe au XVIIIe siècle. Hein. Le mal qu'il faut corriger, donc même si lui il a choisi une tête de Turc tout à fait différente de celle d'Isabelle Barberis, hein, donc voilà, puisque là c'est question du théâtre privé. Le mal qu'il faut corriger si on essaye de repérer quelle est la logique à deux sources, l'ignorance et la défaillance de l'empathie, savoir ou reconnaître ce qui se vit sans dur, le vivre aussi un peu par procuration afin d'y remédier. La souffrance n'a d'autre raison que l'ignorance du législateur et de l'électeur, il suffit de se connaître, de prendre conscience pour résoudre. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont déjà présentes dans ce calcul d'intérêt et d'utilité du théâtre au XVIIIe siècle, qui est, me semble-t-il, paradigmatique hein, d'une utilité du théâtre citoyenne, civique, soutenue par l'État. Hein, donc voilà. Et relativiser finalement les valeurs censées être véhiculées par le théâtre dès lors qu'il se revendique d'une utilité sociale, que ce soit à l'époque des Lumières ou de nos jours, amène au constat suivant, ce sont les valeurs théâtrales elles-mêmes, malgré leur caractère affirmatif, qui sont relatives, ou plutôt ce relativisme doit être envisagé de façon pragmatique et doit nous amener à envisager le contexte dans lequel sont formulées les valeurs, y compris celle de l'utilité du théâtre. Et au sujet de cette notion d'utilité, Gilbert Rist objecte aux économistes qui l'ont transformée en valeur d'échange liée à un besoin la chose suivante, je cite, « Même si on admet que la désirabilité d'un bien, donc son utilité, dépend uniquement de l'envie qui anime celui qui cherche à l'acquérir, on ne peut imaginer que celui-ci se détermine dans une sorte de vide social, sans tenir compte de la valeur symbolique que la société accorde aux différentes sortes de biens et qui explique les raisons qu'on a de chercher à se les procurer. Autrement dit, le consommateur n'est jamais seul face à un choix qui lui appartiendrait entièrement, mais il est surdéterminé par son appartenance à un groupe social, etc. etc. » Donc cet effort de contextualisation sociale de cette utilité relève bien évidemment de la sociologie des valeurs telle qu'elle a pu être pratiquée, notamment par Nathalie Haenich dans ses travaux, et qui l'amène à mettre à jour la tension existante entre normativité et descriptivité propre à toute axiologie. La valeur, dit-elle, est la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectée à un objet avec des degrés variables de consensualité, de consensus et de stabilité. Ces opérations sont fonction à la fois de la nature de l'objet évalué, de la nature des sujets évaluateurs et de la nature du contexte d'évaluation. Nathalie Haenich développe une axiomatique de la valeur qui repose sur trois termes. On pourrait dire la valeur grandeur, qui souvent se mesure au prix affecté à l'objet, la valeur objet comme appréciation positive de ce qui est valorisé, et la valeur principe, laquelle sous-tend l'évaluation. Alors, si on suit cette typologie en revenant au contexte des Lumières, au discours de Leuven, la valeur grandeur du théâtre, autrement dit le budget, l'intérêt que l'État est censé lui consacrer, dépend de sa valeur objet, celui d'être une distraction ou un agréable passe-temps, et de sa valeur principe, soit son utilité morale. Alors, on voit bien que c'est une stratégie qui forcément évacue la question esthétique face aux attaques sur l'immoralité du théâtre, et en particulier, comme j'expliquais tout à l'heure, des comédiennes et comédiens selon des préjugés très anciens sur les histrions, donc véhiculés dans l'Antiquité et repris par l'Église. Et représentatif de cette position à l'époque contemporaine du théâtre de Hambourg, on peut noter donc, le pasteur bourgeois Johann Melchior Goetze, qui dit la chose suivante, donc le théâtre extirpe les vices que les autorités ne peuvent punir et qui échappent aux lois en les exposant au ridicule et en les montrant sous leur véritable aspect. Il forme des parents raisonnables et pleins de sollicitude, des enfants obéissants, des amants fidèles et tendres, des époux vertueux et aimants, des amis magnanimes, des citoyens honnêtes, en un mot, des hommes heureux. Alors cette critique antiphrastique renvoie à un phénomène que Nathalie Haenich caractérise comme une butée de l'argumentation et qui repose sur la proximité, pourrait-on dire, entre la valeur objet et la valeur principe qu'elle observe principalement dans la sphère artistique. Elle dit donc qu'ils sont très proches l'une de l'autre, ces deux valeurs. Elle se différencie alors que parce que la valeur principe a pour propriété d'être une butée de l'argumentation. Par exemple, dire c'est bien parce que c'est de l'art, fait de l'art une valeur au troisième sens, un principe gouvernant une évaluation. Alors que dire l'art est une valeur parce qu'il est porteur de beauté, en fait une valeur au deuxième sens, c'est-à-dire un bien, objet d'une évaluation positive, etc., etc. Et finalement, nous ne sommes pas plus avancés aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, comme le constate notamment Olivier Neveu lorsqu'il examine l'émission à signer au Théâtre Vivant. Très longue citation, mais bon, trois parties. Donc cet art
Il n'est plus dans le regard des vrais décideurs au mieux qu'un exotique passe-temps, etc., etc. Cet art, à quoi peut-il donc bien encore servir? Schématiquement, on lui présupposera 3 missions. La première est de divertir, cela le marché le produit lui-même avec ses gagnants, son industrie du comique, ses œuvres féeriques et ses attractions qui offrent de grandioses moments d'évasion et de fuite, de délassement et de bonne humeur. La deuxième mission du théâtre est d'assurer la production de valeurs, alors au sens là de valeurs qui sont des valeurs sûres, hein, donc voilà, des noms, hein, etc., hein, des têtes d'affiche. Il s'agit d'une poignée d'artistes à l'instar de marques médiatiquement promu, largement soutenu. Il reste une troisième fonction que l'élu à la culture nommé là par hasard ou le technocrate discipliné et disciplinant peut comprendre. Il s'agit là actualisé de la reprise d'une vieille antienne sur le rôle social du théâtre à diffuser les bonnes mœurs et qui sert de longue date à justifier du bien fondé des subventions théâtrales. Alors, comment sortir finalement de cette impasse sur laquelle débouche cette tension inhérente entre ce qu'on pourrait appeler la valorisation autotélique du théâtre, hein, c'est bien parce que c'est civique, c'est social, et la question de sa valeur, légitimement son utilité en dehors du contexte d'évaluation qui lui est propre. C'est là, à mon avis, qu'il faut s'en remettre aux économistes, évacuer finalement la question de la valeur principe, reposant de toute façon sur des effets de mode fluctuants, même si bon, on peut retrouver en fait des schémas récurrents, hein, donc voilà. Mais bon, des effets de mode fluctuants qui sont déjà inhérents à la tentative de légitimation morale du théâtre dans la fin du XVIIIe siècle. Effet de mode, hein, comme le montre la tentative de légitimation, comme le montre la critique de Goethe, mais également le persiflage de Margaret Klopstock. Dès lors, il faut considérer objectivement, du point de vue de sa valeur objet formulée dans le contexte économique, que le théâtre relève finalement du luxe et qu'il faut donc l'envisager en se plaçant du côté de l'État et de l'intérêt des dépenses, hein, de la question des dépenses. En fait, c'est globalement la question des externalités, hein, donc voilà, qui prime et qui permet de définir l'idée de ce qu'on appelle un luxe public. C'est ce que fait Henri Baudrillard, hein, qui a écrit un traité sur l'histoire du luxe privé et public en 4 volumes, donc à la fin du XIXe siècle, lequel considère par conséquent le théâtre moins néfaste que les tribunes énoncés par Le Ven et que les rigoristes souhaiteraient pénaliser fiscalement. Hein. Il se pose la question donc, du luxe et donc des taxes. Hein. Donc voilà, il dit donc, en fait, les tripots doivent être, donc les boissons, on doit pénaliser ce qui est nuisible, et le théâtre est moins pénalisable parce qu'il est moins nuisible. Il dit, admettons donc que dans certains cas évidents, une consommation est funeste, le législateur peut entrer dans la voie préventive qui indique, ainsi il faudrait un excès de scrupules pour ménager les boissons enivrantes si on peut les frapper sans atteindre aussi trop largement la consommation utile. Mais faudrait-il, avec les mêmes rigoristes, frapper d'impôts comme un luxe souvent dangereux les plaisirs du théâtre? Cette mesure serait très difficile à concilier avec les subventions que le législateur attribue aux principales scènes. En tout cas, la taxe aujourd'hui établie ne frappe pas sur le théâtre comme un plaisir funeste, mais comme sur une jouissance facultative et qui procure l'aisance. Ce principe vaut mieux. Alors, Henri Baudrillard, qui a édité les œuvres de Jean-Baptiste Say, adapte en fait ces concepts du luxe d'ostentation et de luxe de commodité, qui sont présents chez Say, jugés en fonction de leur caractère plus ou moins profitable pour la société, hein, et il fait évoluer ces concepts à travers la complémentarité entre luxe privé et luxe public. Il le dit, donc l'État considère-t-il le théâtre comme une partie du luxe public et même de l'instruction publique? Il tend à y supprimer la liberté. N'y voit-il qu'une industrie libre ou d'expression libre de la pensée? Il tend à laisser la licence l'établit. Donc une forte régulation du théâtre par l'État qu'appelaient déjà de leur vœu les intellectuels des Lumières, hein, vous voyez dans ce discours de Le Ven, entre autres, hein, mais il n'est pas le seul à cette époque, permettrait donc de faire prospérer la scène tout en servant le développement de la société, donc ce luxe public. Mais à l'opposé, ou plutôt à l'inverse, hein, les dangers, un excès de régulation serait dangereux parce qu'il mettrait fin à la liberté intellectuelle individuelle du consommateur du luxe théâtral. Hein, il le dit, hein, donc il oppose l'expression libre de la pensée à l'instruction publique, hein, dans ces rapports dialectiques entre luxe privé et luxe public. Et justement, le théâtre, me semble-t-il, témoigne précisément de l'évolution en matière de goût de ce luxe.
Il n'est, pour s'en assurer, qu'à donner un exemple au XIXe siècle avec la famille Benoîton, qui est une comédie en 5 actes de Victorien Sardou, créée en 1865 au Théâtre du Vaudeville, et donc, qui est l'un des plus grands succès du XIXe siècle, parce qu'elle sera jouée 270 fois d'affilée. Donc, l'argument est très simple, puisque c'est une famille, cette famille Benoîton. Donc, Benoîton est un industriel qui a fait fortune dans la fabrication de sommiers élastiques. C'est un parvenu donc, au luxe excessif. Donc voilà, après il y a une sorte d'intrigue matrimoniale dans la pièce, mais bon, le public vient au théâtre pour voir ce luxe des parvenus. Et Jules Claretie, donc le célèbre critique, du grand critique du 19e siècle, donc dans la vie moderne au théâtre, donc en fin de cycle, donc, fait un commentaire de cette reprise du vaudeville. Hein, donc voilà. Il dit la chose suivante: je ne crois pas que la famille Benoîton ait le moins du monde guéri la plaie qu'elle prétendait mettre à nu et qu'elle chatouillait peut-être au lieu de cautériser, hein, donc cette dénonciation du luxe parvenu. La preuve, c'est le luxe continu, le redoublement des folies ruineuses, la multiplication des pompons, des toquets, des rubans, des échancrures. C'est la marée montante de l'excentricité que personne ne saurait arrêter. Le luxe se déplace, se liquéfie, se fond. Cette famille Benoîton, que plusieurs avaient trouvé exagérée il y a 2 ans, apparut l'autre soir toute naturelle. Le temps a marché, les modes avec lui, les mœurs ont rattrapé la comédie, peut-être même ont-elles dépassé d'une longueur de jeu. Alors c'est intéressant parce qu'il montre que finalement, bon, ce luxe excessif qui était le clou du succès de la pièce à l'origine, hein, c'est parvenu, hein, finalement, il s'est tout à fait relativisé. Il y a tout un passage très très long où il développe une sorte de théorie du luxe, où il montre justement que sous effet de mode, finalement, ce qui pouvait être luxueux un jour ne l'est plus le lendemain, hein, ou le redeviendra l'après-demain. C'est la phrase « le luxe se déplace, se liquéfie, se fond » qui le résume. Si bien qu'on peut dire, hein, en conclusion, finalement, que le théâtre est le lien de la relativité des valeurs, hein, d'une certaine façon, qu'on pourrait également qualifier de fait de mode, quand il n'est pas entièrement contrôlé par l'État. Alors ça se vérifiait déjà à l'époque des Lumières, hein, comme le montrait la critique de son utilité morale, hein, par, par Goethe et Meta Klopstock, hein, en montrant que donc ces sentiments, ce sentiment, c'était un effet de mode. Et finalement, le caractère paradoxal de l'intérêt du théâtre dans son jeu sur les valeurs repose finalement peut-être justement sur cette variabilité entre le luxe public et ce luxe privé, hein, on pourrait dire, entre cette tentative de régulation pour trouver une utilité par les externalités, d'autre part, et cette liberté qui permet de remettre en cause à chaque fois justement ces valeurs en elles-mêmes. Voilà, ce qui ferait, je ne sais pas si ça répond à la question du luxe au théâtre en général, hein, mais voilà, c'est ce que je voulais vous soumettre à la réflexion. Je vous remercie de votre attention.